Le 23 décembre, mon fils de 46 ans est arrivé devant ma maison avec son SUV chargé de 5 enfants et de bagages, prêt à m'emmener au chalet qu'il avait loué à Megève. Il a trouvé la maison fermée à clé. Sur la porte, une simple enveloppe à son nom contenant les coordonnées d'une agence de babysitting professionnelle, déjà payée avec l'argent que j'avais économisé pour ses cadeaux de Noël, et mon billet d'avion pour La Rochelle. Quand il m'a appelé, paniqué, je lui ai dit « Nicolas, cette année, je ne suis pas ta mère, je suis Geneviève, et Geneviève a besoin de vivre. » Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette histoire? Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Je m'appelle Geneviève Lambert, j'ai 73 ans, et pendant 30 ans, j'ai été la sage-femme en chef de la maternité de Bordeaux. J'ai aidé plus de 3000 bébés à venir au monde. J'ai tenu la main de milliers de mamans dans leurs moments les plus vulnérables. Mais paradoxalement, c'est en regardant toutes ces femmes devenir mères que j'ai fini par oublier qui j'étais en tant que femme. Mon mari Pierre est décédé il y a 8 ans d'un cancer du pancréas. Nous avions eu un fils unique, Nicolas, que j'avais élevé avec tout l'amour dont j'étais capable après 3 fausses couches qui avaient failli me briser. Nicolas était devenu chirurgien, comme son père. Un homme brillant, respecté, mais qui avait hérité de Pierre cette façon de considérer que le monde tournait autour de ses besoins. Quand Nicolas a eu ses enfants, 5 au total avec sa femme Amélie, j'ai naturellement endossé le rôle de grand-mère dévouée. Les premières années, c'était un bonheur pur. Je gardais les petits pendant que le couple travaillait, je cuisinais leurs plats préférés, je raccommodais leurs vêtements. J'étais utile, j'avais un rôle. Après la mort de Pierre, cela m'avait même sauvé du vide. Mais au fil des ans, quelque chose d'insidieux s'était installé. Ce qui avait commencé comme de l'aide ponctuelle était devenu une obligation tacite. Nicolas ne me demandait plus si j'étais disponible. Il m'informait de ses besoins. « Maman, on a besoin de toi samedi pour garder les enfants. On va au mariage des Dubois. »« Maman, tu peux prendre Emma et Jules pour les vacances de la Toussaint? On part en week-end à Rome. » Je disais oui, toujours oui, parce qu'on ne dit pas non à son enfant, même adulte, parce que j'aimais mes petits-enfants. Et surtout, parce que je ne savais plus dire non à quoi que ce soit. Mais cette année, quelque chose a basculé. Cela a commencé le 15 novembre, quand Nicolas m'a appelé avec son ton habituel, ce mélange de désinvolture et d'autorité qu'il utilisait à l'hôpital. « Maman, j'ai une super nouvelle. J'ai réservé un chalet incroyable à Megève pour Noël. 6 chambres, cheminée, vue sur le Mont Blanc. Toute la famille va adorer. » J'avais senti une petite alarme s'allumer dans ma tête. Nicolas ne m'appelait jamais juste pour partager de bonnes nouvelles. « C'est merveilleux, mon chéri. Vous allez passer de belles vacances. »« On va passer de belles vacances, maman. Tu viens avec nous, évidemment. »« Ah !» J'avais marqué une pause. « Et Amélie est d'accord ? » ?»« Bien sûr. Elle est même soulagée. Tu sais comme elle stresse avec l'organisation. Avec toi là-bas, on va pouvoir vraiment profiter. On a prévu de skier tous les jours et il y a un super spa dans la station. On n'aura pas à s'inquiéter pour les enfants. » Voilà. C'était sorti. La vraie raison de l'invitation. Je n'étais pas conviée pour ma compagnie ou pour partager leurs vacances. J'étais la solution à leurs problèmes de logistique familiale. La nounou gratuite incluse dans le forfait. Nicolas, les enfants ont entre 3 et 14 ans. Lucie peut t'aider pour les plus petits, non? Maman, Lucie a 14 ans. Elle veut skier avec ses amis. Et puis, tu adores t'occuper d'eux. Tu es si douée avec les petits. Cette phrase m'avait transpercée. Tu es si douée avec les petits. Combien de fois l'avais-je entendue? Combien de fois avait-elle servi à justifier qu'on me confie toutes les tâches ingrates pendant que les autres profitèrent de la vie? Et si je n'ai pas envie de m'occuper d'eux pendant vos vacances, avais-je demandé, surprise par ma propre audace. Un silence, puis le rire de Nicolas. Un rire qui se voulait affectueux, mais qui sonnait condescendant. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que tu as envie, tu ne supportes pas d'être loin d'eux à Noël. » Il avait raison. Depuis la naissance de Lucie, je n'avais jamais passé un Noël sans eux. Mais était-ce par choix ou par habitude? Par amour ou par résignation? Je vais y réfléchir, Nicolas. Réfléchir à quoi? Le chalet est réservé, tout est organisé. Tu vas adorer, maman. Et puis, cela te fera du bien de changer d'air. Après avoir raccroché, j'étais restée assise dans ma cuisine, regardant mes mains. Ces mains qui avaient aidé tant de vies à naître, qui avaient caressé le front de mon mari mourant,
qui continuait à changer les couches et à préparer les biberons à 73 ans. Quand avais-je cessé d'exister en dehors de mon utilité pour les autres? 3 jours plus tard, Nicolas m'avait rappelé. Cette fois, il avait Amélie en ligne aussi. « Maman, on voulait juste préciser quelques détails pour Megève. » « Quels détails ?»« Eh bien, pour l'organisation. » Amélie a fait une petite liste. J'avais entendu le froissement de papier à l'autre bout du fil. « Alors, » avait commencé Amélie de sa voix douce mais ferme, « pour les repas, on s'est dit que tu pourrais t'occuper des petits déjeuners et des déjeuners. Tu cuisines tellement mieux que nous. Pour les dîners, on verra selon nos retours de piste. » « Nos retours de piste ? » « Oui, on a réservé les forfaits pour toute la semaine. On partira vers 8h30 et on rentrera vers 17h. Parfois plus tard s'il y a l'après-ski. J'avais compris. Du 24 au 31 décembre, je serai seule dans ce chalet avec Emma, 3 ans, qui n'était pas encore propre, Jules, 6 ans, qui faisait encore des cauchemars, Maxime, 8 ans, hyperactif, Chloé, 11 ans, préadolescente grognon, et Lucie, 14 ans, qui préférait ses amis à sa famille. Et le soir, avais-je demandé. Le soir, on se reposera tous ensemble. Ce sera magique. Magique. Pendant qu'ils se reposeraient de leur journée de ski, moi je me reposerai de ma journée de babysitting. Magique, effectivement. Amélie, tu n'as jamais eu envie de rester avec tes enfants pendant les vacances? Un autre silence. Puis la voix de Nicolas qui reprenait le téléphone. Maman, Amélie travaille beaucoup. On travaille tous les deux beaucoup. Ces vacances, c'est pour décompresser. Et moi, Nicolas, quand est-ce que je décompresse? Mais maman, tu adores être avec tes petits-enfants. Cette phrase, encore, comme si m'attribuer un sentiment rendait ma corvée plus acceptable. Nicolas, aimer ses petits-enfants et vouloir passer ses vacances à les surveiller seuls pendant que leurs parents s'amusent, ce sont 2 choses différentes. Tu dramatises, maman. On sera tous ensemble le soir et le matin. Le matin, quand ils prendraient leur café en vitesse avant de partir. Le soir, quand ils rentreraient fatigués et n'auraient aucune envie. Se détendre. Entre les deux, 8 heures par jour avec 5 enfants dont j'aurai la responsabilité complète. Et si un des enfants tombe malade, si Emma fait une crise, si Jules fait un cauchemar, tu gères toujours très bien, maman. Toujours cette même logique. Parce que je gérais bien, je devais continuer à gérer. Parce que j'étais compétente, j'étais corvéable. Mes compétences étaient devenues ma prison. Après cet appel, j'avais eu comme une révélation douloureuse. J'avais pris mon agenda et j'avais compté. Depuis 8 ans, depuis la mort de Pierre, j'avais gardé mes petits-enfants en moyenne 150 jours par an. Pas seulement quelques heures, des journées entières, des week-ends, des vacances scolaires. 150 jours par an à 73 ans. Je m'étais souvenu de mes collègues à la maternité qui prenaient leur retraite. Elles parlaient de voyages, de cours de peinture, de jardinage, de lecture. Moi, j'avais échangé un travail rémunéré contre un travail gratuit et émotionnellement plus chargé. Le déclic final était venu 3 jours plus tard, le 21 novembre. En rangeant mes papiers, j'étais tombé sur une lettre que je recevais chaque année depuis 5 ans. Une lettre de Luc Moreau, un ami d'enfance retrouvé après la mort de Pierre. Luc avait été mon premier amour, à 17 ans. Nous nous étions perdus de vue quand j'avais rencontré Pierre. Mais il y a 5 ans, il m'avait retrouvé via les anciens élèves de notre lycée. Sa femme était décédée quelques années avant Pierre. Nous avions échangé quelques lettres, évoqué nos souvenirs. Chaque année, vers novembre, Luc m'envoyait la même invitation. Il passait les fêtes de fin d'année sur son voilier amarré à La Rochelle. Une tradition qu'il avait développée après la mort de sa femme. Loin du bruit et des obligations, écrivait-il. Juste la mer, le silence et le temps qui s'étire. Je n'avais jamais répondu à ces invitations. Comment expliquer à un homme libre que moi, je n'étais plus libre depuis des décennies, que Noël signifiait pour moi cuisine pendant 3 jours, cadeaux à emballer, enfants à surveiller, disputes à arbitrer. Mais cette année, en relisant sa lettre, j'avais ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. De l'envie. L'envie de voir la mer en hiver. L'envie de conversation d'adultes. L'envie de me réveiller le matin sans avoir à préparer le petit déjeuner de 5 personnes. J'avais pris ma calculette et fait un calcul qui m'avait révolté. L'argent que je dépensais chaque année pour les cadeaux de Noël de toute la famille représentait environ 800 €. Cette année, Nicolas m'avait même donné une liste de ce que voulaient les enfants. Plus de suggestions, des commandes. Maman, Emma veut la maison Barbie de chez King Jouet,
89 €. Jules veut le Lego Creator, 135 €. Une liste de 650 € rien que pour les 5 enfants. Sans compter Nicolas et Amélie. C'est là que j'avais eu une idée. Une idée qui m'avait fait sourire pour la première fois depuis des semaines. Les jours suivants, j'avais mené ma petite enquête. J'avais appelé 3 agences de babysitting spécialisées dans les vacances familiales. Pour une semaine à Megève, avec 5 enfants de ces âges, en comptant les nuits et les soins complets, le tarif oscillait entre 1200 et 1500 €, plus les frais de déplacement et d'hébergement de la personne. J'avais choisi l'agence la plus chère, les Fées du foyer. Leur brochure promettait des professionnels expérimentés pour des vacances sereines. J'avais pris rendez-vous avec Madame Delacroix, la directrice. Madame Lambert, c'est effectivement une mission importante. 5 enfants de 3 à 14 ans pendant les vacances de Noël, c'est notre spécialité. Je vous propose Nathalie, 45 ans, ancienne institutrice, référence excellente. Tarif, 1400 € pour la semaine, tout compris. Et si je réglais aujourd'hui? Nous offrons une remise de 100 € pour un règlement immédiat. J'avais sorti mon chéquier, 1300 €. L'équivalent de ce que j'allais dépenser pour leur cadeau, plus un peu de mes économies. Mais pour la première fois depuis des années, j'achetais quelque chose pour moi. Ma liberté. Madame Delacroix, pouvez-vous me faire une belle présentation de vos services? Quelque chose que je pourrais offrir. Comme un cadeau? Elle avait souri, comprenant sans doute qu'il y avait une histoire derrière ma demande. Bien sûr, nous avons des coffrets cadeaux très élégants. Le soir même, j'avais appelé Luc. Sa voix au téléphone m'avait rappelé nos 17 ans. Geneviève, quelle surprise. Comment allez-vous? Luc, cette invitation que vous me faites chaque année, elle tient toujours? Un silence. Puis, une voix émue. Geneviève, bien sûr qu'elle tient. Vous pensez venir? Oui. Cette année, je viens. Nous avions parlé 2 heures. Il m'avait raconté ses derniers voyages, ses lectures, sa passion pour la voile retrouvée. Moi, j'avais osé lui confier mon épuisement, ma sensation d'avoir disparu derrière mon rôle de mère et grand-mère. Geneviève, vous savez ce que m'avait dit ma femme avant de mourir? Elle m'avait dit, « Luc, promets-moi de ne jamais oublier qui tu es en dehors de nous. » Je n'ai compris cette phrase qu'après sa mort. Cette conversation m'avait libérée. Pour la première fois depuis des années, j'avais eu hâte à quelque chose qui n'impliquait ni couches à changer, ni repas à préparer. Les jours suivants, j'avais organisé ma petite révolution en silence. J'avais réservé mon billet d'avion Bordeaux-La Rochelle pour le 23 décembre. Aller simple. J'aviserai pour le retour selon mon humeur et celle de la mère. J'avais préparé une lettre pour Nicolas. Pas méchante, pas vindicative. Juste vraie. Une lettre où je lui expliquais que l'amour maternel ne signifiait pas disponibilité illimitée. Qu'à 73 ans, j'avais peut-être droit à quelques Noëls pour moi. Le 20 décembre, j'avais reçu le dernier appel de Nicolas avant leur départ. « Maman, tout est prêt pour demain. Tu as pensé à prendre des vêtements chauds? Il fait 5 à Megève. »« Oui, mon chéri, j'ai tout préparé. » Ce n'était pas un mensonge. J'avais effectivement tout préparé. Pas pour Megève, mais pour La Rochelle. « On passe te chercher vers 10 heures. Les enfants ont hâte. Ils vont passer de merveilleuses vacances, Nicolas. » Là non plus, ce n'était pas un mensonge. Avec Nathalie des Fées du foyer, ils allaient être entre de bonnes mains. « Maman, tu as l'air bizarre. Tout va bien? » « Tout va très bien, mon chéri. Mieux que jamais. » Le 21 décembre au matin, j'avais posé sur ma table de cuisine 3 enveloppes. La première contenait la lettre pour Nicolas et les coordonnées de l'agence, avec un petit mot expliquant que Nathalie serait à la gare de Bourg-Saint-Maurice le 23 au soir et qu'elle les rejoindrait au chalet. La deuxième contenait mon billet d'avion, pour qu'ils comprennent que ma décision était irrévocable. La troisième contenait une photo de nous deux, quand il avait 8 ans, avec au dos ces mots « Pour que tu te souviennes que j'ai été ta maman, pas ta domestique. Je t'aime, mais cette année, je choisis Geneviève. » J'avais fermé ma maison, arrosé mes plantes une dernière fois, et j'étais partie chez ma voisine Martine avec ma petite valise. « Martine, j'ai un service à vous demander. Pouvez-vous me déposer à l'aéroport demain matin et surveiller ma maison quelques jours ?» Martine, qui me connaissait depuis 15 ans, avait écarquillé les yeux. « Geneviève, vous partez en vacances? Mais... et Nicolas? Et les petits? » Justement, c'est pour ça que je pars. Le 22 décembre au soir, j'avais dormi chez Martine. Pour la première fois depuis des mois, j'avais eu hâte au lendemain. J'allais revoir la mère. J'allais retrouver Luc. J'allais me retrouver moi.
Le 23 décembre au matin, Martine m'avait conduite à l'aéroport. Dans la voiture, elle n'arrêtait pas de parler. « Geneviève, vous êtes sûre, Nicolas va être furieux. Et les enfants, vous qui adorez Noël en famille. » Martine, j'ai adoré 46 Noëls en famille. Cette année, j'ai envie d'essayer autre chose. À l'aéroport, en attendant mon vol, j'avais ressenti un mélange d'excitation et de culpabilité. L'excitation de la liberté retrouvée. La culpabilité de la mère qui abandonne son poste. Mais pour la première fois, l'excitation était plus forte. L'avion avait décollé à 11h30. À ce moment précis, Nicolas devait découvrir les enveloppes sur ma porte. Mon téléphone avait sonné à 11h45. Nicolas. J'avais regardé l'écran, puis j'avais éteint l'appareil. Je le rallumerai plus tard, une fois arrivé chez Luc. Une fois en sécurité dans ma nouvelle vie, même temporaire. Pendant le vol, j'avais pensé à Emma qui allait chercher Mamie Geneviève pour l'aider à aller aux toilettes. À Jules qui voudrait que je lui lise une histoire. À Maxime qui réclamait mes crêpes. Un pincement au cœur, mais aussi un soulagement immense. Ils allaient comprendre, peut-être pour la première fois, que Mamie n'était pas un meuble. Qu'elle était une personne avec ses envies, ses limites, ses rêves, même à 73 ans. L'avion avait atterri à La Rochelle, sous un ciel gris et lumineux. Luc m'attendait à la sortie, avec son sourire d'adolescent dans un visage de 75 ans. Il portait un pull marin et avait toujours cette allure désinvolte qui m'avait fait craquer à 17 ans. Geneviève, il m'avait prise dans ses bras et j'avais senti cette chaleur humaine dont j'avais été privée si longtemps. Pas l'affection utilitaire de mes petits-enfants quand ils voulaient en quelque chose. Pas l'amour possessif de Nicolas qui confondait amour et disponibilité. Une tendresse libre, sans contrepartie. Luc, j'ai fait quelque chose de terrible. Non, Geneviève, vous avez fait quelque chose de nécessaire. Dans sa voiture qui nous menait vers le port, j'avais rallumé mon téléphone. 17 appels manqués de Nicolas. 12 messages. Je les avais écoutés un par un. Message 1, 12h15. Maman, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Rappelle-moi immédiatement. Message 5, 13h30. Maman, on a appelé l'agence. 1300 €, tu as perdu la tête? Message 8, 14h45. Maman, s'il te plaît, les enfants ne comprennent pas. Emma pleure. Rappelle-nous. Message 12, 16h20. Maman, on peut en discuter. Reviens. On peut s'arranger. Le dernier message était différent. La colère avait cédé la place à quelque chose que je n'avais pas entendu dans la voix de Nicolas depuis longtemps. De l'inquiétude. Pas pour sa logistique, mais pour moi. Maman, où es-tu? J'ai relu ta lettre. On peut parler? S'il te plaît? J'avais fermé les yeux. Dans 3 heures, j'allais embarquer sur le voilier de Luc. J'allais voir le coucher de soleil sur l'océan. J'allais dîner quand j'aurais faim, me coucher quand je serais fatiguée, me lever quand j'en aurais envie. Mais d'abord, il fallait que j'appelle mon fils. Il fallait que je lui explique que ce que j'avais fait n'était pas de la méchanceté, c'était de la survie. Qu'à 73 ans, j'avais encore le droit d'exister autrement qu'à travers mon utilité pour les autres. Le téléphone avait sonné 2 fois avant qu'il décroche. « Maman ? Bonjour, Nicolas. Maman, où es-tu? Que se passe-t-il » J'avais regardé par la fenêtre de la voiture les mâts qui se balançaient doucement dans le port. La liberté était là, à portée de main. « Nicolas, je suis en route vers un endroit où je vais pouvoir être Geneviève, pas seulement ta maman. Nicolas, je suis en route vers un endroit où je vais pouvoir être Geneviève, pas seulement ta maman. » Un silence. Puis sa voix, plus douce, presque suppliante. « Maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Les enfants t'adorent. On adore être avec toi. » Nicolas, quand as-tu eu une vraie conversation avec moi pour la dernière fois? Une conversation où tu me demandais comment j'allais, ce que je ressentais, ce dont j'avais envie? Nouveau silence. Je l'entendais chercher, fouiller dans sa mémoire. Luc me regardait du coin de l'œil, ses mains sur le volant, respectant cette conversation difficile mais nécessaire. « Maman, on parle tout le temps. » « Non, Nicolas, tu me parles de tes besoins, tu m'informes de tes plannings. Tu me donnes tes instructions. Mais quand m'as-tu demandé comment j'allais? Quand m'as-tu demandé si j'avais envie de garder les enfants ou si j'acceptais par obligation? Mais, maman, tu as toujours dit oui. Tu semblais heureuse de... J'ai dit oui parce qu'on ne m'a jamais vraiment laissé le choix de dire non. Et tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que j'émettais la moindre réserve, tu me disais « Mais maman, tu adores ça », comme si mes sentiments t'appartenaient.
J'avais senti ma voix trembler légèrement. Pas de colère, mais d'émotion. 46 ans de maternité, c'était long pour arriver à cette conversation. Maman, où es-tu exactement? On vient te chercher. On peut tout annuler, rester à Bordeaux. Non, Nicolas. Vous partez à Megève comme prévu. Nathalie de l'agence Les Fées du Foyer vous rejoindra ce soir à la gare de Bourg-Saint-Maurice. Train de 18h47. Elle a toutes les références, c'est une ancienne institutrice. Les enfants seront entre de très bonnes mains. Une inconnue? Maman, tu confies mes enfants à une parfaite inconnue? Cette phrase m'avait fait l'effet d'une gifle. Je m'étais redressée sur mon siège. Nicolas, cette parfaite inconnue est une professionnelle formée, diplômée, avec des références vérifiées et une assurance responsabilité civile. Moi, je ne suis qu'une vieille dame de 73 ans sans formation spécialisée dans la garde d'enfants, mais apparemment, cela ne te dérangeait pas. Ce n'est pas pareil, maman. Toi, tu les aimes. Exactement, Nicolas. Moi, je les aime. Et c'est précisément pour cela que je ne veux plus que l'amour que je leur porte soit exploité pour vous faciliter la vie. Luc s'était garé sur le parking du port. Au loin, je voyais les mâts se balancer doucement. Mon cœur s'était accéléré. La liberté était là, tangible. Maman, s'il te plaît. Emma ne comprend pas. Elle n'arrête pas de demander où tu es. Jules pleure. Cette phrase m'avait touché en plein cœur. Mes petits-enfants me manquaient déjà, mais je devais tenir bon. Nicolas, Emma et Jules sont tristes parce que vous leur avez vendu ces vacances comme des vacances avec mamie. Ils ne sont pas tristes à cause de mon absence. Ils sont déçus parce que vous leur aviez promis quelque chose que vous n'aviez pas le droit de promettre sans me demander mon avis. Mais on pensait que... Non, Nicolas, vous ne pensiez pas, vous présupposiez. Vous prenez mes oui pour acquis depuis si longtemps que vous avez oublié qu'ils pouvaient en devenir des non. J'avais entendu des voix en arrière-plan. Amélie qui parlait, les enfants qui couraient. Amélie veut te parler, maman. Non, cette conversation est entre toi et moi. Amélie fait partie du problème, pas de la solution. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'Amélie a participé à faire de moi une employée domestique gratuite. Sa petite liste d'instructions, tu te souviens? Geneviève s'occupera des petits déjeuners et des déjeuners, comme si j'étais du personnel. Maman, elle voulait organiser ses vacances en m'attribuant toutes les corvées. Nicolas, réfléchis une seconde. Dans cette semaine à Megève, qu'est-ce qui était prévu pour moi? À quel moment avais-je le droit de me reposer, de profiter, d'être autre chose qu'une nounou? Silence. Un long silence qui valait toutes les réponses. On aurait passé les soirées ensemble. Les soirées où vous seriez rentrés fatigués de vos journées de ski et où vous auriez eu besoin de récupérer pendant que moi, j'aurais été fatigué de ma journée de garde d'enfants. On peut encore. Non, Nicolas, c'est fini. À 73 ans, j'ai le droit de dire stop. Luc m'avait fait un petit signe. Il était temps de monter à bord. Le soleil commençait à descendre sur l'horizon et la marée était propice. Nicolas, je dois y aller. Nathalie a mon numéro s'il y a une vraie urgence avec les enfants. Sinon, nous reparlerons après Noël. Maman, attends, tu ne peux pas partir comme ça, on a besoin de toi. Non, Nicolas, vous avez besoin d'une nounou. Moi, j'ai besoin d'être autre chose que ça. J'avais raccroché le téléphone et j'étais restée quelques secondes sans bouger, les mains tremblantes. 46 ans pour arriver à raccrocher au nez de mon fils. 46 ans pour oser dire non. Luc m'avait tendu la main pour sortir de la voiture. Geneviève, vous venez de faire quelque chose de très courageux. J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de terrible. C'est normal. On nous apprend que l'amour maternel, c'est le sacrifice perpétuel. Mais parfois, le plus grand cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est de leur montrer qu'on existe aussi. Nous avions marché vers le ponton où son voilier était amarré. Un magnifique voilier de 12 mètres, blanc et bleu, avec ce nom peint sur la coque, Nouvelle Vie. Un nom prémonitoire. Luc, vous aviez prévu ce nom pour moi? Il avait ri. Non, Geneviève, je l'ai baptisé ainsi quand ma femme est morte. Mais peut-être que le bateau savait qu'il vous attendait. Monter à bord m'avait fait un effet extraordinaire. Soudain, je n'étais plus sur la terre ferme, plus dans mon quotidien, plus dans mes habitudes. J'étais sur l'eau, dans l'inconnu, dans la liberté. Le voilier était aménagé avec goût. Du bois partout, des coussins moelleux, une petite cuisine équipée. Luc m'avait montré la cabine qui serait la mienne. Geneviève, vous êtes ici chez vous. Nous naviguerons si vous en avez envie, nous resterons au port si vous préférez. Ces jours sont vôtres.
Mon téléphone avait vibré. Un message de Nicolas. Je l'avais lu. Maman, Nathalie est arrivée. Elle semble très bien. Mais tu nous manques. Emma demande toujours où tu es. Comment je lui explique? J'avais montré le message à Luc. Qu'est-ce que vous ressentez en lisant ça? De la culpabilité et de la colère. Expliquez-moi. De la culpabilité parce qu'Emma est triste. De la colère parce que Nicolas utilise la tristesse d'Emma pour me culpabiliser. Et qu'est-ce qui est le plus important? La culpabilité ou la colère? J'avais réfléchi. La colère, parce qu'elle est justifiée. J'avais répondu à Nicolas. Tu expliques à Emma que mamie avait besoin de vacances elle aussi, et que parfois, les adultes font des choix difficiles, mais nécessaires. Sa réponse était arrivée immédiatement. Tu aurais pu nous en parler avant? Vous en parlez pour que vous me convainquiez de renoncer? Nicolas, combien de fois dans ma vie ai-je exprimé de la fatigue ou de l'envie de souffler? Je n'avais pas eu de réponse immédiate, parce qu'il cherchait, et qu'il ne trouvait pas. Ou plutôt, il trouvait, mais cela ne l'arrangeait pas. Luc avait préparé du thé, et nous nous étions installés sur le pont. Le port était calme, les autres voiliers se balançaient doucement. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis des années. Geneviève, racontez-moi, qu'est-ce qui vous a décidé? J'avais commencé par le début, les premières années après la naissance des petits-enfants, quand j'aidais avec plaisir. Puis l'escalade insidieuse, la mort de Pierre qui m'avait rendu encore plus disponible, l'installation de cette routine où j'étais devenu indispensable. Vous savez, Luc, le pire, c'est que je me suis rendu compte que je ne savais plus qui j'étais en dehors de ça. Quand on me demandait mes loisirs, mes passions, je répondais « mes petits-enfants », comme si aimer ses petits-enfants était un hobby. Et qu'est-ce qui vous passionnait avant? La lecture, le jardinage, j'aimais aller au cinéma. J'adorais cuisiner pour le plaisir, pas par obligation. J'avais des amis. Quand ai-je vu mes amis pour la dernière fois? J'avais essayé de me souvenir. Marie, Françoise, Sylvie, mes anciennes collègues de la maternité. Nous nous écrivions encore, mais nous voir. Cela faisait plus d'1 an, peut-être 2. À chaque fois que nous organisions quelque chose, j'avais les enfants à garder. Au début, elles proposèrent de reporter. Puis elles ont cessé de me proposer. Et vos amis vous manquent? Terriblement. Et vous savez le plus ironique? Nicolas pense que je n'ai pas de vie sociale parce que je suis vieille et que ça ne m'intéresse plus. Il ne réalise pas que c'est parce que je suis toujours disponible pour sa famille que je n'ai plus de temps pour la mienne. Mon téléphone avait vibré. Cette fois, ce n'était pas Nicolas. C'était un numéro que je ne connaissais pas. Allô? Bonjour, Madame Lambert. Ici Nathalie, des Fées du foyer. Je suis bien arrivée au chalet. Tout va très bien. Les enfants sont adorables. Nathalie, merci de m'appeler. Comment se sont passées les présentations? Très bien. Monsieur, votre fils était un peu tendu au début. Mais j'ai l'habitude. Les parents culpabilisent souvent la première fois qu'ils confient leurs enfants à une professionnelle. Et les enfants? Emma m'a demandé où était mamie. Je lui ai dit que mamie était partie en voyage et que moi, j'étais sa nounou de vacances. Elle a accepté l'explication. Jules était un peu boudeur au début, mais on a fait des cookies ensemble et maintenant ça va mieux. J'avais senti mon cœur se serrer. Emma et Jules, mes bébés. Nathalie, vous n'êtes pas obligée de me donner des nouvelles. Je sais que ce n'est pas dans votre contrat. Madame Lambert, j'ai compris la situation. Votre fils m'a expliqué que vous aviez eu un différend. Mais permettez-moi de vous dire quelque chose. J'ai 45 ans. Je fais ce métier depuis 15 ans. Des familles qui exploitent les grands-mères, j'en ai vu des dizaines. Vous avez eu raison. Cette validation inattendue m'avait émue aux larmes. Merci, Nathalie. Passez de bonnes vacances, Madame Lambert, vous les méritez. Après avoir raccroché, j'avais pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement. Les enfants allaient bien. Ils étaient entre de bonnes mains. Ma culpabilité commençait à se dissiper. Geneviève, comment vous sentez-vous? Libérée et terrifiée. Terrifiée de quoi? De découvrir qui je suis maintenant. Cela fait si longtemps que je suis définie par mon utilité pour les autres. Luc m'avait souri. Moi aussi, j'ai eu cette terreur après la mort de ma femme. Pendant 40 ans, j'avais été le mari de Simone. Puis, du jour au lendemain, je me suis retrouvée face à moi-même. C'est déstabilisant. Comment avez-vous fait? J'ai commencé petit. Je me suis demandé, qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Pas ce qui fait plaisir à Simone, pas ce qu'on attend de moi, mais ce qui me donne de la joie. Et vous avez trouvé? La mer. J'avais toujours aimé la mer, mais Simone avait le mal de mer. Pendant 40 ans,
nous avons passé nos vacances à la montagne. Après sa mort, j'ai acheté ce voilier et j'ai redécouvert que j'adorais naviguer. Le soleil se couchait sur l'océan. Une lumière dorée baignait le port. J'avais respiré profondément. L'air salé, la liberté, la paix. Luc, merci de m'accueillir. Je ne sais pas encore ce que je cherche, mais je sens que je vais le trouver ici. Geneviève, vous n'avez rien à chercher. Vous avez juste à être. Nous avions dîné sur le pont. Luc avait cuisiné des moules marinières, simples et délicieuses. Nous avions parlé de nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Pour la première fois depuis des mois, j'avais eu une conversation d'adulte avec quelqu'un qui s'intéressait à mes opinions, pas à mes services. Vers 22h, mon téléphone avait sonné. Nicolas, encore. Maman, pardon de t'appeler si tard. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Je t'écoute. Tu as raison. On te prend pour acquise. Je te prends pour acquise. Cette reconnaissance m'avait surprise et touchée. Nicolas, non, laisse-moi finir. J'ai repensé à nos dernières conversations. À chaque fois, je te parlais de ce dont j'avais besoin, jamais de ce dont tu avais besoin. Et quand tu as essayé de me dire que tu hésitais pour Megève, je ne t'ai pas écouté. C'est vrai. Mais maman, pourquoi tu n'as jamais dit non avant? Pourquoi tu n'as jamais posé tes limites? Cette question m'avait fait mal, parce qu'elle touchait au cœur du problème. Parce que Nicolas, j'ai été élevée dans l'idée qu'une mère doit être disponible. Parce qu'après la mort de ton père, j'ai eu peur de vous perdre, toi et les enfants, si je devenais moins utile. Et parce que je vous aime tellement que je préférais être malheureuse plutôt que vous voir déçue. Maman, on ne t'aurait jamais rejetée. Tu es notre mère, pas notre employée. Nicolas, la frontière entre les deux est devenue floue. Quand me téléphones-tu juste pour prendre de mes nouvelles, sans avoir besoin de quelque chose? Silence. Quand m'invites-tu à dîner sans que ce soit pour garder les enfants après? Silence. Quand me demandes-tu mon avis sur quelque chose qui ne concerne pas les enfants? Le silence s'éternisait. Tu vois, Nicolas, je suis devenue fonctionnelle. Et une personne fonctionnelle, on ne la respecte pas, on l'utilise. Maman, comment on répare ça? Tu commences par passer des vacances avec tes enfants sans avoir besoin d'aide. Tu apprends à assumer ta paternité complètement. Tu redécouvres le plaisir d'être avec eux sans que ce soit dilué dans une logistique organisée par quelqu'un d'autre. Et après, tu apprends à me connaître autrement qu'en tant que mère et grand-mère. Tu découvres que j'ai des opinions, des envies, des rêves, que j'existe en dehors de votre famille. Tu vas revenir? Oui, Nicolas, je vais revenir, mais différemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne serai plus disponible par défaut. Ça veut dire que vous devrez me demander si j'ai envie, pas présupposer que j'ai envie. Ça veut dire que mes non seront respectés autant que mes oui. Et si on a vraiment besoin d'aide? Vous me demandez, poliment, en acceptant que je puisse refuser. Et si je refuse, vous trouvez une solution sans me culpabiliser. Maman, les enfants te manquent? Énormément. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils me manquent d'une manière saine. Ils me manquent parce que je les aime, pas parce que j'ai perdu mon identité en leur consacrant ma vie. Je ne comprends pas la différence. Nicolas, avant, les enfants étaient ma raison de vivre. Maintenant, ils sont une partie importante de ma vie, mais ils ne sont plus ma vie entière. C'est plus équilibré. Tu es heureuse là où tu es? J'avais regardé autour de moi. Le voilier qui se balançait doucement, les étoiles qui se reflétaient dans l'eau, Luc qui lisait respectueusement à l'autre bout du pont pour nous laisser notre intimité téléphonique. Oui, Nicolas, pour la première fois depuis longtemps, je suis heureuse d'une manière qui ne dépend de personne d'autre que moi. Ça me fait mal à entendre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tu n'étais pas heureuse avec nous. Nicolas, j'étais heureuse de vous rendre heureux. Mais je n'étais pas heureuse pour moi. C'est différent. Comment on fait pour que tu sois heureuse avec nous? Tu commences par arrêter de me considérer comme acquise. Tu me traites comme une personne avec ses limites et ses désirs, pas comme une ressource illimitée. Maman, je t'aime. Moi aussi, Nicolas. Et c'est précisément parce que je t'aime que je fais ça. J'aurais pu continuer à dire oui jusqu'à m'épuiser complètement. Mais ça n'aurait rendu service à personne. Les enfants demandent quand tu rentres. Dis-leur que mamie rentre après le nouvel an. Et dis-leur que mamie les aime, mais qu'elle avait besoin de vacances aussi. Et Nathalie? Nathalie fait très bien son travail. Profite de ses vacances pour redécouvrir le plaisir d'être père sans avoir quelqu'un pour te faciliter la tâche. Maman, tu me pardonnes d'avoir été si égoïste? Nicolas, tu n'étais pas égoïste volontairement. Tu étais juste habitué.
Nous étions tous habitués à ce système. Maintenant, nous allons apprendre à fonctionner autrement. Après avoir raccroché, j'avais senti un poids énorme se lever de mes épaules. Pour la première fois, Nicolas avait reconnu le problème. Il avait même commencé à comprendre sa part de responsabilité. Luc s'était approché. Comment ça s'est passé? Mieux que prévu, il commence à comprendre. Et vous, comment vous sentez-vous? Fatigué, mais d'une bonne fatigue. La fatigue de quelqu'un qui vient de gravir une montagne. Nous avions regardé l'océan en silence. La mer était calme, presque étale. Une paix profonde régnait sur le port. Geneviève, j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute. Demain, si le temps le permet, nous pourrions lever l'ancre, partir quelques jours en mer. Île de Ré, île d'Oléron, qu'est-ce que vous en pensez? L'idée m'avait enchantée et terrifiée à la fois. Partir en mer, m'éloigner encore plus de ma zone de confort, mais aussi découvrir quelque chose de totalement nouveau. Luc, je n'ai jamais navigué. Et si j'ai le mal de mer? Alors nous reviendrons au port. Geneviève, vous venez de prendre la décision la plus courageuse de votre vie. Un peu de mal de mer ne vous fera pas peur. J'avais souri. Il avait raison. D'accord, Luc. Demain, nous partons à l'aventure. Cette nuit-là, j'avais dormi dans ma petite cabine, bercée par le mouvement imperceptible du voilier. Pour la première fois depuis des mois, je m'étais endormi sans penser à ce que j'aurais à faire le lendemain. Sans me soucier des repas à préparer, des lessives à faire, des enfants à occuper. Je m'étais endormi en pensant au vent, à la mer, et à cette femme de 73 ans qui redécouvrait le goût de la liberté. Je m'étais endormi en pensant au vent, à la mer, et à cette femme de 73 ans qui redécouvrait le goût de la liberté. Le lendemain matin, je m'étais réveillé avec le soleil qui filtrait à travers le hublot de ma cabine. Aucune alarme, aucune urgence, aucun petit enfant qui réclamait son petit déjeuner. Juste le doux balancement du voilier et le bruit de l'eau qui clapotait contre la coque. Luc était déjà sur le pont, préparant le café. Il portait un pull marin et avait cette expression détendue des gens qui vivent au rythme des marées. « Bonjour Geneviève, bien dormi ?» « Comme un bébé. »« Enfin, comme un bébé qui fait ses nuits, » avais-je ajouté en riant. « Le temps est parfait pour naviguer. Vent de nord-ouest, force 3, idéal pour une première fois. » En buvant mon café sur le pont, j'avais regardé le port s'animer doucement. Quelques joggeurs, des pêcheurs qui préparaient leur ligne, d'autres plaisanciers qui s'affairaient sur leur bateau. Une vie tranquille, sans stress, sans horaires imposés. Mon téléphone était resté silencieux. Nicolas respectait ma demande d'espace. C'était déjà un progrès. « Luc, j'ai une confession à faire. J'ai peur. Peur de naviguer? Peur de découvrir qui je suis vraiment. Et si, en dehors de mon rôle de mère et grand-mère, je n'étais personne d'intéressant ?» Luc m'avait regardé avec ce sourire bienveillant qui m'avait fait craquer à 17 ans. « Geneviève, vous avez été sage-femme pendant 30 ans. Vous avez accompagné 3000 naissances. Vous avez élevé un fils qui, malgré ses défauts, est devenu chirurgien. Vous avez aimé un homme pendant plus de 40 ans. Vous avez eu le courage de dire non à votre propre fils pour préserver votre dignité. Comment pourriez-vous n'être personne d'intéressant ?» Ces mots m'avaient réchauffé le cœur. Peut-être avais-je été si longtemps dans l'ombre que j'avais oublié ma propre lumière. Vers 10 heures, nous avions largué les amarres. Sentir le voilier se détacher du ponton, glisser vers la sortie du port, c'était comme une métaphore de ma nouvelle vie. Je me détachais de mes amarres, moi aussi. Quand Luc a hissé les voiles et que le vent les a gonflés, j'ai ressenti une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis l'adolescence. L'excitation pure de l'inconnu. Le voilier s'est mis à filer sur l'eau, porté par cette force invisible et gratuite qu'est le vent. « Geneviève, vous voulez essayer de barrer ?»« Moi ? Mais je ne sais pas. » Justement, c'est le moment d'apprendre. Il m'avait montré comment tenir la barre, comment sentir le vent, comment garder le cap. Mes mains de 73 ans, habituées à changer les couches et faire la cuisine, découvraient la sensation de diriger un voilier. C'était grisant. Vous êtes douée pour une débutante. Peut-être que j'avais ça dans le sang sans le savoir. Nous avions navigué vers l'île de Ré. Le paysage défilait lentement. Côtes sauvages, plages dorées, petits ports de pêche. J'avais l'impression de voir la France avec des yeux neufs. Vers midi, nous nous étions amarrés dans le port de Saint-Martin-de-Ré. Luc connaissait un petit restaurant face au port. « Geneviève, j'aimerais vous présenter quelqu'un. » Au restaurant, une femme d'environ 65 ans nous avait accueillis chaleureusement. « Brigitte,
Je vous présente Geneviève. Geneviève, voici Brigitte, une amie de longue date. Brigitte m'avait serré la main avec un sourire franc. Geneviève, Luc m'a parlé de vous. Alors, vous aussi, vous avez découvert les joies de la rébellion tardive? La rébellion tardive? Luc ne vous a pas raconté? Moi aussi, j'ai fait ma révolution à 60 ans. J'étais mariée depuis 35 ans avec un homme qui me considérait comme sa gouvernante personnelle. Un jour, j'en ai eu assez. J'ai pris ma voiture et je suis partie. J'ai ouvert ce restaurant il y a 5 ans. Cette femme rayonnait. Elle avait cette énergie des gens qui ont trouvé leur place. Vous ne regrettez pas? Jamais. Au début, c'était terrifiant. Mais regardez-moi maintenant. Je mange quand j'ai faim, je dors quand j'ai sommeil, je ris quand j'en ai envie. Je ne dépends plus du bon vouloir de personne. Et votre mari? Il a fini par comprendre qu'il avait perdu une bonne plus qu'une épouse. Maintenant, il fait sa lessive et sa cuisine. Ça lui a fait du bien finalement. Pendant le déjeuner, Brigitte m'avait raconté sa transformation. Comment elle avait redécouvert sa passion pour la cuisine, comment elle avait appris à naviguer avec Luc, comment elle s'était fait de nouveaux amis. Geneviève, le secret, c'est de ne pas se justifier. Vous n'avez de compte à rendre à personne sur votre bonheur, même pas à vos enfants. Ces mots m'avaient marqué. Ne pas me justifier. Depuis quand me justifiais-je constamment d'exister? L'après-midi, nous avions repris la mer. Cette fois, j'avais barré plus longtemps. Luc m'expliquait les subtilités de la navigation, mais surtout, il me laissait découvrir par moi-même. Pour la première fois depuis des décennies, j'apprenais quelque chose de nouveau. Mon téléphone avait sonné vers 16 heures. Nicolas. J'avais hésité, puis décroché. « Bonjour Nicolas. Maman, pardon de te déranger. Je voulais juste te donner des nouvelles. Les enfants vont très bien. Nathalie est formidable. J'en suis heureuse. Maman, où es-tu exactement? J'entends du vent. Je suis en mer, Nicolas. Sur un voilier. En mer? Maman, tu sais naviguer? J'apprends. À 73 ans, on peut encore apprendre de nouvelles choses. Un silence. Puis sa voix, différente. Maman, tu as l'air différente. Comment ça? Tu as l'air heureuse. Vraiment heureuse. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas entendue comme ça. Cette observation m'avait touchée. Nicolas commençait peut-être vraiment à me voir. Nicolas, pour la première fois depuis longtemps, je fais quelque chose pour moi. Quelque chose qui me plaît, qui me nourrit. Et nous, on ne te nourrissait pas. Vous me donniez de l'amour, mais vous me preniez mon identité. C'est différent. Maman, hier soir, j'ai couché les enfants tout seul. Emma m'a demandé une histoire. Jules voulait de l'eau. Maxime ne trouvait pas son doudou. Au début, j'étais débordée. Puis j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Que tu fais ça tous les jours quand tu les gardes, et que moi, je partais tranquillement me reposer pendant que toi, tu gérais tout. Et j'ai eu honte, maman. Honte de t'avoir laissé porter ça seule si souvent. Ces mots m'avaient émue. Nicolas découvrait enfin la réalité de ce qu'il me demandait. Nicolas, comment tu te sens maintenant? Fatigué, mais fier. Fier d'avoir réussi à m'occuper de mes enfants sans aide. Et je comprends mieux pourquoi tu avais besoin de souffler. Et Amélie? Amélie aussi découvre. Hier, elle a passé toute la journée avec eux pendant que j'étais au spa. Elle m'a dit « Je comprends pourquoi ta mère avait l'air épuisée parfois. » Elle a dit ça? Oui. Et elle m'a dit autre chose. « Nicolas, on exploitait ta mère et on ne s'en rendait même pas compte. » Cette reconnaissance d'Amélie me surprenait. Je l'avais toujours trouvée un peu froide, un peu calculatrice. Peut-être s'en rendait-elle compte aussi. « Maman, quand tu reviendras, est-ce qu'on peut repartir sur de nouvelles bases? » Quelles nouvelles bases? Je ne sais pas encore, mais on trouve ensemble. Je veux apprendre à être ton fils autrement qu'en te prenant pour acquise. Cette phrase m'avait fait monter les larmes aux yeux. Nicolas, je reviens dans une semaine. Et oui, on repartira sur de nouvelles bases. Maman, merci. Merci de quoi? Merci de m'avoir forcé à grandir. J'ai 46 ans. Il était temps. Après avoir raccroché, j'avais senti que quelque chose d'important venait de se passer. Nicolas n'avait pas seulement compris intellectuellement. Il avait expérimenté. Il avait vécu dans sa chair ce que je vivais quand je gardais ses enfants. « Bonne nouvelle ?» m'avait demandé Luc. « Excellente nouvelle. Mon fils grandit enfin. » Le soir, nous nous étions amarrés dans une petite crique sauvage de l'île d'Oléron. Pas d'autres bateaux, juste nous, la mer et un coucher de soleil magnifique. Luc avait préparé un dîner simple mais délicieux. Poisson grillé, salade de tomates, pain frais. Nous avions mangé sur le pont face au soleil couchant. Geneviève,
Puis-je vous poser une question indiscrète? Allez-y. Qu'est-ce que vous allez faire en rentrant? Je veux dire, maintenant que vous avez posé vos limites avec Nicolas? Je ne sais pas encore, mais je sais ce que je ne vais plus faire. C'est-à-dire, je ne vais plus dire oui par défaut. Je ne vais plus sacrifier mes envies pour les convenances. Je ne vais plus m'effacer. Et positivement, qu'est-ce qui vous fait envie? J'avais réfléchi. Qu'est-ce qui me faisait envie, à moi, Geneviève, pas à la mère de Nicolas? J'aimerais reprendre contact avec mes anciennes amies. J'aimerais me remettre au jardinage. Et j'aimerais apprendre à naviguer. Luc avait souri. Pour la navigation, je connais quelqu'un qui serait ravi de vous donner des cours. Luc, je ne veux pas vous imposer. Geneviève, vous ne m'imposez rien. Ces quelques jours avec vous m'ont rappelé le plaisir de partager ma passion. Et puis, j'aime votre compagnie. Cette déclaration simple m'avait touché. Depuis la mort de Pierre, aucun homme ne m'avait dit qu'il appréciait ma compagnie. Pour moi, pas pour mes services. Luc, moi aussi j'aime votre compagnie. Vous me rappelez qui j'étais avant de devenir seulement la mère de quelqu'un. Nous avions regardé les étoiles apparaître une à une dans le ciel. Un silence paisible, sans tension, sans obligation de le remplir. Geneviève, puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr, vous m'avez manqué. Toutes ces années, vous m'avez manqué. Vous aussi, Luc. Mais nous nous retrouvons au bon moment. Il y a 5 ans, je n'aurais pas été prête. J'étais encore trop engloutie dans mon rôle de mère parfaite. Et maintenant? Maintenant, je suis libre. Libre d'être moi-même. Les jours suivants avaient filé comme un rêve. Nous avions navigué le long de la côte atlantique, découvert des criques secrètes, des petits ports authentiques. J'avais appris les noms des voiles, les règles de priorité, l'art de lire le vent sur l'eau. Mais surtout, j'avais redécouvert le plaisir d'exister pour moi-même. De me réveiller le matin en me demandant ce qui me ferait plaisir. De manger quand j'avais faim, de me reposer quand j'étais fatiguée. Le 29 décembre, nous étions revenus au port de La Rochelle. Dans 2 jours, je prendrai l'avion pour Bordeaux. Dans 3 jours, je retrouverai ma vraie vie. Mais j'étais différente, transformée. Ce soir-là, j'avais appelé Nicolas. « Maman, comment s'est passée ta semaine ?»« Merveilleusement bien. Et vous ?»« Incroyable. Je n'ai jamais autant profité de mes enfants. Sans personne pour s'occuper de la logistique, j'ai dû être vraiment présent. Et tu sais quoi? J'ai adoré ça. Raconte-moi. Hier, j'ai fait de la luge avec Maxime pendant 2 heures. Pas parce que je devais le surveiller pendant que quelqu'un d'autre préparait le dîner, mais parce que c'était notre moment à nous deux. Emma et moi, on a construit un bonhomme de neige. Jules et moi, on a fait une bataille d'oreillers. J'ai l'impression de les redécouvrir. Et Amélie? Pareil. Elle a emmené les filles faire du shopping. Pas pour les occuper pendant que moi je me repose, mais pour passer du temps avec elles. On redécouvre le plaisir d'être parent. Et Nathalie? Nathalie nous a appris beaucoup de choses. Des techniques pour gérer les crises, des jeux pour les occuper, des astuces pour l'organisation. On s'est rendu compte qu'on avait cessé d'apprendre à être parent parce qu'on te déléguait tout. Cette analyse me réjouissait. Il découvrait enfin l'autonomie parentale. Nicolas, j'ai quelque chose à te proposer pour la suite. Je t'écoute. Quand je reviendrai, j'aimerais qu'on se voie, toi et moi, sans les enfants. Qu'on apprenne à se redécouvrir en tant qu'adultes. Tu veux dire, comme des amis? Comme une mère et un fils qui s'aiment, mais qui respectent mutuellement leurs limites et leurs envies. J'aimerais beaucoup ça, maman. On pourrait déjeuner ensemble? Juste nous deux? Avec plaisir. Et Nicolas? Oui? Quand vous aurez vraiment besoin d'aide avec les enfants, n'hésitez pas à me demander. Mais demandez-moi. Ne présupposez pas. Promis? Et maman? Oui? Je suis fière de toi. Fière que tu aies eu le courage de nous dire stop. Ces mots m'avaient fait chaud au cœur. Mon fils était fier de moi. Pas parce que j'étais utile, mais parce que j'avais eu du courage. Le 31 décembre au matin, j'avais pris l'avion pour Bordeaux. Luc m'avait accompagné à l'aéroport. Geneviève, cette semaine a été merveilleuse. Pour moi aussi, Luc. Merci de m'avoir accueilli. Merci de m'avoir rappelé qui j'étais. Ce n'est qu'un début. Vous viendrez me voir pour apprendre la navigation? Avec plaisir. Et vous? Vous viendrez à Bordeaux? J'aimerais vous faire visiter ma région. J'aimerais beaucoup. Nous nous étions embrassés. Pas un baiser passionné, mais un baiser tendre, plein de promesses tranquilles. Dans l'avion, j'avais regardé par le hublot les côtes atlantiques s'éloigner. Je quittais ma semaine de liberté, mais je n'étais plus la même personne qu'à l'aller. J'avais retrouvé Geneviève. Nicolas m'attendait à l'aéroport, seul, sans les enfants.
Comme convenu. Maman. Il m'avait prise dans ses bras, une étreinte différente, plus respectueuse, moins possessive. Tu as l'air en pleine forme. Je me sens en pleine forme. Dans la voiture, il m'avait parlé de ses découvertes pendant ses vacances. Comment il avait appris à cuisiner avec les enfants. Comment Amélie et lui avaient redécouvert le plaisir d'être ensemble en famille sans avoir besoin d'aide extérieure. Maman, on a pris une décision avec Amélie. Laquelle? On va prendre des cours de parentalité. Pas parce qu'on est de mauvais parents, mais parce qu'on veut devenir meilleur, plus autonome. C'est une excellente idée. Et on va embaucher une babysitter régulière pour nos soirées en amoureux. Comme ça, on ne te sollicitera plus systématiquement. Nicolas, si vous avez besoin de moi ponctuellement, avec plaisir. Mais c'est vrai que ce sera plus sain si ce n'est plus automatique. Arrivé chez moi, j'avais retrouvé ma maison avec un œil neuf. Mon petit jardin que j'avais négligé. Mes livres que je n'avais plus le temps de lire. Mon piano silencieux depuis des mois. Maman, les enfants aimeraient te voir. Mais pas aujourd'hui. On a pensé que tu avais peut-être besoin de te réinstaller tranquillement. Cette attention m'avait touchée. Il respectait mon rythme. Demain, si tu veux. Pour le déjeuner du Nouvel An. Parfait. Et maman, les enfants ont préparé quelque chose pour toi. Pour te dire qu'ils sont contents que tu sois revenu. Le lendemain, toute la famille était venue déjeuner chez moi. Mais l'atmosphère était différente. Plus détendue, plus respectueuse. Les enfants m'avaient offert des dessins qu'ils avaient faits pendant les vacances. Emma avait dessiné un bateau avec écrit « Mamie sur la mer ». Jules avait écrit « Merci mamie d'être revenue ». Chloé avait composé un petit poème sur les grands-mères qui ont le droit aux vacances. « Mamie, tu étais où exactement ?» avait demandé Maxime. « J'étais sur un bateau, mon chéri. J'ai appris à naviguer. Tu vas nous emmener un jour? Si vos parents sont d'accord et si vous en avez envie, pourquoi pas ?» Nicolas et Amélie avaient échangé un regard. « Maman, ça nous ferait plaisir de découvrir ta nouvelle passion, » avait dit Nicolas. Pendant le repas, j'avais raconté mes aventures nautiques. Les enfants étaient fascinés. Ils redécouvraient leur grand-mère sous un jour nouveau. Après le déjeuner, Nicolas était resté pour m'aider à débarrasser. « Maman, merci. »« Merci de quoi? Merci de nous avoir forcés à grandir. Merci de nous avoir montré qu'aimer, ce n'est pas posséder. Merci de nous avoir appris que tu es une personne à part entière, pas seulement notre mère. Nicolas, je vous aime. Et c'est précisément parce que je vous aime que j'ai fait ça. Une mère qui s'efface complètement ne rend service à personne. Maman, est-ce que tu peux me parler de Luc? Cette question m'avait surprise. Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que tu es heureuse avec lui? Nicolas, Luc et moi sommes des amis. Des amis qui s'aiment bien et qui partagent de beaux moments. C'est tout. Et si ça devenait plus? Eh bien, ce serait ma vie privée. Et tu serais le premier à qui j'en parlerais. Nicolas avait souri. J'aimerais le rencontrer. Pas pour le juger, mais pour connaître l'homme qui a rendu ma mère si heureuse. Ça se fera, si tu veux. Les semaines suivantes avaient confirmé ce nouveau équilibre. Nicolas m'appelait pour prendre de mes nouvelles, pas seulement pour me demander des services. Quand il avait besoin d'aide, il me demandait poliment et acceptait mes refus sans me culpabiliser. J'avais repris contact avec mes anciennes collègues. Marie, Françoise et Sylvie étaient ravies de me retrouver. Nous avions organisé des sorties ciné, des après-midi jardinage, des dîners entre amis. J'avais aussi commencé des cours de navigation au club nautique de Bordeaux. Et tous les mois, je retrouvais Luc à La Rochelle pour de nouveaux apprentissages et de nouveaux voyages. Un soir de février, Nicolas m'avait appelé. « Maman, Amélie et moi, on aimerait t'inviter à dîner samedi soir. » « Avec plaisir. » « Et les enfants ? » ?»« Les enfants seront chez les parents d'Amélie. On voulait passer une soirée d'adultes avec toi. » Cette proposition m'avait émue. Une soirée d'adultes. Plus une corvée de babysitting déguisée. Le samedi soir, j'avais découvert un Nicolas et une Amélie que je ne connaissais pas. Détendus, attentionnés, curieux de ma nouvelle vie. Ils m'avaient demandé de leur parler de la navigation, de mes projets, de mes envies. « Geneviève, » m'avait dit Amélie, « je vous dois des excuses. » Pourquoi? Parce que j'ai participé à faire de vous une employée familiale. Et parce que j'ai mis du temps à réaliser que vous étiez une femme remarquable, en dehors de votre utilité pour notre famille. Ces excuses m'avaient retouchée. Amélie reconnaissait sa part de responsabilité. Amélie, nous étions tous pris dans ce système. L'important, c'est d'en sortir. Geneviève, j'aimerais vous connaître mieux. Pas comme la mère de Nicolas ou la grand-mère de mes enfants, comme Geneviève. Moi aussi, Amélie.
Ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, 6 mois après ma fugue de Noël, notre famille fonctionne différemment. Les enfants viennent chez moi quand ils en ont envie, pas par obligation. Nicolas et Amélie assument pleinement leur parentalité. Et moi, j'existe en tant que Geneviève. Je garde encore mes petits-enfants, mais pas par défaut. On me demande, je choisis. Parfois, je dis oui, parfois, je dis non. Et mes noms sont respectés. J'ai 73 ans et pour la première fois depuis longtemps, j'ai hâte de vieillir. Pas parce que j'ai envie de mourir, mais parce que j'ai envie de vivre chacune de mes années restantes pleinement. Luc et moi nous voyons régulièrement. Nous avons une relation paisible, sans passion dévastatrice, mais avec beaucoup de tendresse et de complicité. Nous ne vivons pas ensemble, nous avons chacun nos habitudes et notre indépendance. Mais nous partageons de beaux moments. Le mois dernier, Nicolas m'a dit quelque chose qui m'a fait comprendre que notre relation avait vraiment changé. « Maman, je suis fière d'avoir une mère qui a du caractère. » Mes collègues parlent de leur mère comme de femmes résignées, disponibles jusqu'à l'épuisement. Moi, j'ai une mère qui navigue, qui voyage, qui dit ce qu'elle pense. J'ai une mère qui existe. Voilà ce que j'ai appris. Aimer ses enfants, ce n'est pas s'effacer pour eux. C'est leur montrer qu'on peut vieillir en gardant sa dignité, ses rêves, sa personnalité. C'est leur enseigner que même à 73 ans, on peut changer sa vie. Parfois, le plus beau cadeau qu'on peut faire à ceux qu'on aime, c'est de cesser de se sacrifier pour eux. Parfois, dire non est un acte d'amour plus profond que dire oui. Cette histoire ne se termine pas par une réconciliation où tout redevient comme avant. Elle se termine par quelque chose de mieux, une relation nouvelle, plus équilibrée, plus respectueuse. Mes petits-enfants ont appris que mamie est une personne, pas un service. Nicolas a appris que sa mère est une femme, pas seulement sa mère. Et moi, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir. Aujourd'hui, quand mes amis me parlent de leurs enfants adultes qui les exploitent, je leur dis ce que Brigitte m'avait dit. Vous n'avez de compte à rendre à personne sur votre bonheur, même pas à vos enfants. Le courage, ce n'est pas seulement protéger ceux qu'on aime. Parfois, le courage, c'est se protéger soi-même. Si vous êtes une mère ou un père qui s'est perdu dans votre rôle parental, si vous êtes un grand-parent qu'on sollicite plus qu'on ne respecte, rappelez-vous ceci. Vous avez le droit d'exister au-delà de votre utilité pour les autres. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vouloir autre chose. Vous avez le droit de vous choisir. Et parfois, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre famille. Leur montrer qu'aimer, ce n'est pas se soumettre, mais se respecter mutuellement. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. J'espère qu'elle vous donnera, à vous aussi, le courage de vous choisir quand c'est nécessaire. Parfois, la plus belle preuve d'amour, c'est de montrer aux autres qu'ils ne nous possèdent pas. Et vous? Avez-vous déjà eu le courage de dire « stop » à quelqu'un que vous aimiez pour préserver votre dignité? Ou au contraire, avez-vous des proches qui se sacrifient trop pour vous? Dites-moi dans les commentaires ce que cette histoire vous inspire. Votre avis compte pour moi.